Bonjour à tous. Merci d'être venus encore aujourd'hui pour cette deuxième séance de notre deuxième cycle de conférences sur les nuits parisiennes. Je vous rappelle que ce cycle de conférences accompagne l'exposition consacrée aux nuits parisiennes qui est actuellement à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, une exposition gratuite qui est ouverte tous les jours sauf le dimanche jusqu'au 27 janvier. Et que je vous invite à aller voir. Donc, nous accompagnons cette exposition par un cycle de conférences. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir entendre Arnaud Hout, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Sorbonne, spécialiste de la gendarmerie, de la police, et plus largement de l'histoire sociale et politique du XIXe siècle, auteur notamment du métier de gendarme et auteur dans la collection L'univers historique du triomphe de la République. Et puis qui vient donc aujourd'hui nous parler de la police et des voleurs, donc la nuit des voleurs à Paris au XIXe siècle. Bonne conférence. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir effectivement dans cette très belle salle, dans une ambiance qui va être un peu plus nocturne maintenant, et pour parler justement de choses un peu inquiétantes, ces voleurs, ces criminels, qui accompagnent finalement ici l'histoire du XIXe siècle de manière assez continue. Vous le voyez, je placerai peut-être en point de départ de cette conférence les mémoires de Vidocq, puisque Vidocq ici a l'avantage d'être à la fois une figure de voleur, incontestablement, et de policiers, incontestablement. Puisque je vous rappelle que Vidocq a été à la fois l'un des principaux criminels du Premier Empire, avant de devenir chef de la sûreté, c'est-à-dire chef de la police judiciaire de Paris, à partir de la fin du Premier Empire et sous la Restauration. Un personnage qui est intéressant donc en ceci qu'il montre bien le trouble, quelque part, dans la définition de la police et du crime, mais dans la mesure aussi où justement il va écrire ses mémoires. Alors, quand je dis il va écrire ses mémoires, je m'avance un petit peu. En fait, il ne les a pas écrits, il les a commandés à une équipe d'auteurs qui ont d'ailleurs recyclé leurs propres romans à l'intérieur, puisque Vidocq va ensuite désavouer ses propres mémoires en disant que ce n'est pas ce qu'il a raconté. Mais en tout cas, le succès de ces mémoires est bien réel, même si elles sont sans doute très peu authentiques. Vidocq a bien touché l'argent d'ailleurs, il en a fait un fonds de commerce puisqu'il a continué à beaucoup écrire là-dessus. Et c'est ce que montre justement cette illustration qui accompagne les belles éditions des mémoires de Vidocq, qui montre bien qu'on a affaire ici à un sujet de fascination, un sujet qui a profondément intéressé et inquiété, bien sûr, le XIXe siècle. Alors, pour travailler sur cette question, aujourd'hui, il faut peut-être commencer ici par rendre à César ce qui revient à César, et donc dire quelques mots des archives, des sources et de la bibliographie qu'on peut mobiliser sur ce type de sujet. Un paradoxe d'abord, je voudrais peut-être insister là-dessus. Pour toute la période qui va en gros jusqu'au Second Empire, jusqu'aux années 1860, on dispose de sources littéraires très abondantes. Balzac, Hugo, Eugène Sue, qui tous ont écrit d'une manière ou d'une autre sur la question criminelle au XIXe siècle, et j'ajouterai Alexandre Dumas et beaucoup d'autres encore. Donc on dispose ici de témoignages extrêmement nombreux, enrichis encore par une publication qui s'appelle la Gazette des tribunaux, et qui de manière quasiment quotidienne, entre les années 1820 et 1860, rendait compte justement des faits divers, des procès, essentiellement à Paris, mais aussi en province. Donc une profusion d'écrits. Et le grand paradoxe, c'est que pour cette période, on n'a quasiment que ces écrits, on n'a quasiment pas d'archives, puisqu'elles ont brûlé. Elles ont brûlé d'abord avec la Commune de Paris, en 1871, où l'essentiel des archives policières et judiciaires ont disparu. Puis elles ont brûlé à nouveau ce qui subsistait, pour une partie, dans un incendie au début des années 1970. Donc on ne dispose quasiment pas d'archives. Alors, on en trouve, bien sûr, mais très peu de choses en réalité qui permettent de confronter ici l'imprimé et l'archive. Il faut faire sans. C'est pas bien grave, mais il faut le savoir. Paradoxalement, on en sait beaucoup plus sur le vol dans le Cantal qu'à Paris pour le XIXe siècle. Mais on parle beaucoup plus du vol parisien que du vol du Massif central. Donc, vous voyez ici ce paradoxe, il faut aussi le garder à l'esprit.
Alors les choses changent un petit peu pour la fin du 19e siècle, on a beaucoup plus de documentation, mais justement, après, le problème de cette documentation, de ces archives, c'est qu'elles deviennent tellement abondantes qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Et je vous avoue que je rappelle régulièrement dans les introductions de conférences qu'on est malheureux de ne pas avoir les archives qui ont brûlé en 1870, mais au fond de moi, je me dis toujours que c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on ferait de ces kilométrages d'archives, de procès-verbaux, qui seraient de toute façon bien difficiles à exploiter. Alors, je ne suis évidemment pas le premier à travailler sur ces questions, très loin de là. Il y a une bibliographie importante que je voulais rappeler, à commencer par le livre fondateur, sur lequel je vais beaucoup m'appuyer ici, qui est le livre de Simone Delattre. Alors, c'est un livre qui a une quinzaine d'années maintenant, qui existe dans une collection de poche aussi, chez Albin Michel, et qui s'appelle « Les 12 heures noires, la nuit à Paris au XIXe siècle », qui est un magnifique ouvrage qui justement évoque à la fois l'imaginaire de la nuit, mais aussi justement les réalités de la nuit. On peut évoquer également, dans la perspective criminelle, les travaux de Dominique Khalifa, en particulier ce recueil d'articles qui est particulièrement riche, et il y a beaucoup d'articles notamment sur la nuit parisienne, Crime et culture au XIXe siècle, publié chez Perrin, il y a une dizaine d'années à peu près, et qui a été récemment repris, enrichi, renouvelé dans cet ouvrage publié chez Parigramme, vous savez, les collections d'Atlas, donc sous la plume de Dominique Khalifa toujours et de Jean-Claude Farcy, un atlas du crime à Paris, qui ne se limite pas, là pour le coup, au XIXe siècle, mais qui accorde tout de même une bonne cinquantaine de pages au XIXe siècle, parce que c'est le terrain de recherche des deux auteurs qui ont publié cet ouvrage. Sur le versant policier, j'ajouterai notamment le travail ici de Quentin Deluermoz, qui était sa thèse à l'origine, publiée là aussi il y a une petite dizaine d'années, Policier dans la ville, qui est une histoire des sergents de ville, devenus ensuite gardiens de la paix, dans le Paris de la seconde moitié du XIXe siècle. Donc vous le voyez, beaucoup de travaux. J'aurais pu ajouter, j'y pensais ce matin justement, l'ouvrage très récent, il est sorti le mois dernier, d'Antoine Compagnon sur les chiffonniers, justement du XIXe siècle, puisque ça va croiser aussi un petit peu, de manière plus littéraire, cette histoire. Et c'est un sujet donc qui continue aujourd'hui à faire l'objet de publications. À titre personnel, c'est le sujet sur lequel je travaille et je devrais publier normalement l'année prochaine, mais restons prudents. Je travaille moi personnellement ici sur la défense de la propriété, davantage finalement sur les victimes de vol que sur les voleurs eux-mêmes. Et je pense que la conférence va s'en ressentir parce que je vais adopter un angle justement qui va essayer de peut-être moins parler des voleurs eux-mêmes, dont on sait un certain nombre de choses, mais c'est un angle un peu particulier, et peut-être davantage parler de la menace de vol, puisque c'est ça, au fond, qui me semble ici le plus intéressant. La menace de vol entend également, bien sûr, qu'elle suscite des réactions sociales, des dispositifs de protection, des dispositifs policiers, bien sûr, et je vais y revenir, mais pas seulement des dispositifs policiers, également du gardiennage privé, des serrures. On va donc parler de tout cela. Alors, dans un ordre globalement chronologique, le plus simple est toujours en général le plus efficace. Et ici, je vais donc suivre une trame qui va nous permettre de remonter le Paris du XIXe siècle, en commençant, pour vous résumer tout de suite la grande trame finalement ici, en commençant dans le Paris des monarchies censitaires, donc le Paris de la Restauration, de la monarchie de Juillet, un Paris qui est en train de devenir, c'était la formule de Louis Chevalier, le Paris des classes dangereuses. Classes laborieuses, classes dangereuses. C'est le Paris de l'industrialisation qui commence, c'est le Paris d'une forte croissance démographique, c'est un Paris qui justement, d'une certaine manière, donne l'impression d'être travaillé, fasciné par le thème criminel, et ça on le voit bien sûr parfaitement chez Balzac par exemple. Ce Paris est justement un enjeu de sécurisation. Et toute la volonté des pouvoirs politiques successifs va être de garantir une sécurité publique. Alors on va voir que ça ne marche pas forcément très bien sous les monarchies censitaires, et on va voir que de ce point de vue, c'est finalement Napoléon III qui va dégager les budgets, profiter aussi d'un contexte économique plus favorable, et on va avoir un moment, le Second Empire, globalement d'accalmie criminelle dans Paris,
Alors je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup moins de criminels, mais en tout cas on en parle moins. Donc ici c'est aussi un enjeu de communication. Et on va voir à la fin du XIXe siècle, avec la Troisième République, des résurgences du thème criminel. Des résurgences qui vont culminer véritablement autour de 1900, qui vont donner une nouvelle actualité à cette thématique et qui vont provoquer là aussi de nouvelles réactions sociales. Voilà, en résumé, il n'y aura pas de grand suspense, vous le voyez, ce que je vais essayer de vous présenter. Et commençons tout de suite par comprendre pourquoi la nuit est dangereuse. Alors, on peut s'appuyer sur le préfet de police Gisquet, qui est préfet de police au début des années 1830. J'en redirai un mot après, il a une très grande importance dans cette histoire. Gisquet le dit dans ses mémoires, la presque généralité des malheurs qui affligent la population arrive entre 10h du soir et 4h du matin. C'est précis, c'est la définition légale de la nuit, et ça tend à confirmer effectivement ce sentiment que la nuit serait le moment dangereux. Alors, est-ce qu'on peut le valider ? On dispose de sources pour vérifier ça de manière un peu statistique. Je commencerai par la colonne de droite. Je m'excuse pour la faible lisibilité des documents, mais je vais vous les résumer bien sûr ici. Ce document est extrait, donc la colonne de droite, dont j'ai fait une capture d'écran, ce document est extrait du Compte général de la justice criminelle. C'est un document statistique, c'est la statistique en fait de la justice, qui est publié à partir de 1825 et de manière continue jusqu'aux années, en gros jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est une sorte de photographie de la justice criminelle et donc des questions criminelles qui traversent la société. Alors c'est un document qui du même coup apporte beaucoup de précisions, mais dont il faut bien tout de suite percevoir la principale limite. On parle de la criminalité jugée. Alors ici, sur ce document-là, de la criminalité constatée, donc c'est plus large que la criminalité jugée, mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que c'est la réalité de la criminalité. Combien de vols, puisqu'on parle ici notamment de vols, combien de vols échappent justement à l'information de la police, tout simplement parce que le plaignant ne va pas porter plainte. Je rappellerai ici une évidence, l'essentiel des vols au XIXe siècle, mais je crois qu'on peut élargir ça sans difficulté jusqu'à l'époque contemporaine, l'essentiel des vols sont commis au détriment des plus pauvres, qui n'ont pas les moyens de protéger leurs biens, et qui sont, même si leurs biens sont très modestes. Et du même coup, on peut faire ce constat que peu d'entre eux vont aller porter plainte à la police, parce que la possibilité de récupérer le bien est minime, et parce que le risque de prendre contact avec la police existe. Donc, commençons par là. C'est un indicateur évidemment très biaisé. Autre raison pour laquelle cet indicateur est biaisé, le fait qu'un vol soit commis de nuit, ce qui est distingué ici dans les deux colonnes, vol de jour ou vol de nuit, a une véritable incidence sur la procédure criminelle, puisque la circonstance de nuit est une circonstance aggravante, en vertu de l'article 381 du Code pénal de 1810. Alors ça, c'est très important, parce que quand vous cumulez les circonstances aggravantes, la pénalité augmente. Et jusqu'en 1832, si vous cumulez toutes les circonstances aggravantes existantes, vol de nuit, avec des complices, avec des armes apparentes, avec menaces, etc., vous êtes passible de la peine de mort. Ce qui est quand même un petit peu lourd pour parfois des vols qui ne relèvent pas justement d'une violence excessive. Par conséquent, que vont faire les tribunaux ? Dans la plus grande... le plus souvent, ils vont proposer justement de déclasser des circonstances. Retirer la circonstance de nuit, ça permettra de diminuer la peine encourue sans changer la nature de l'affaire. Donc par conséquent, on a de bonnes raisons de penser que ici, la circonstance de nuit est sous-estimée en réalité, parce que l'indiquer tout simplement aggrave la peine. Alors maintenant, regardons les chiffres. Pour les deux premières colonnes, on a l'heure non indiquée qui complique tout, bien sûr, mais pour les deux premières colonnes, 289 vols commis de jour, 284 vols commis de nuit. C'est remarquablement équilibré. C'est en tiers en réalité, si on ajoute ici, bien sûr, les vols dont on ne connaît pas l'horaire. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir les décalages entre les différents types de vols. Alors, vous voyez en particulier sur les maisons particulières ou appartements, la police fait une distinction très précieuse en fonction de l'étage. Et vous voyez que les vols de nuit
concerne le rez-de-chaussée et à un degré moindre le premier étage. Mais c'est vraiment le vol du rez-de-chaussée. À l'inverse, le vol de jour concerne plutôt le 3e, le 4e et les étages supérieurs. Ce qui n'est pas étonnant, ça correspond justement à la pratique du cambriolage. Le cambrioleur vise essentiellement les chambres de bonne ou les garnis des derniers étages, les plus pauvres, et ça, il le fait de jour, ne serait-ce que pour des contraintes liées à l'éclairage. En revanche, le rez-de-chaussée, de jour, est évidemment beaucoup plus difficile à attaquer. De nuit, il est beaucoup plus tentant, parce que c'est souvent là aussi qu'il y a les commerces, et qu'il y a au premier étage les appartements les plus riches. Donc, pas de grande surprise là-dessus, mais un constat qu'on peut bien reconnaître ici, le vol de nuit est effectivement une menace tout à fait réelle. Alors on peut essayer de préciser encore, c'est ce qu'a fait Simone Delattre dans son livre Les 12 heures noires, où elle a essayé, en partant de la Gazette des tribunaux, qui donne des informations très précises ici, elle a essayé de constituer un corpus d'attaques nocturnes. Donc ici on parle bien non plus de cambrioleurs, mais d'agresseurs, qui vont, par la violence, voler justement des passants. Et on a donc une sorte d'horaire de l'attaque nocturne qui se dégage. Sans grande surprise, vous le voyez, on peut sortir de chez soi entre 3 et 5 heures du matin sans grand risque. Entre 5 et 6 heures du matin, on n'est déjà plus tout à fait dans la nuit, finalement. Il y a déjà une forte activité, les halles, bien sûr. Enfin, quand un vol est commis aux halles de Paris à 5 heures du matin, est-ce que c'est la nuit? Enfin, on voit bien qu'on est dans une activité qui est tout à fait différente. Et le pic donc d'agression nocturne est commis, vous le voyez, entre minuit et 2 heures du matin, ce qui correspond globalement aux horaires de fermeture des lieux publics et des tavernes. Alors, les horaires du 19e siècle ne sont pas les nôtres. Il n'y a pas, tout simplement d'ailleurs, pas le même horaire par rapport au soleil, puisqu'on a, nous, un horaire légal qui est différent. La nuit peut tomber extrêmement tôt. À Paris, dans la première moitié du 19e siècle, en hiver, il fait nuit à 15 heures, puisqu'il y a ce décalage horaire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, notre actuelle heure d'hiver. Donc, du même coup, les gens se couchent beaucoup plus tôt. On dort normalement à Paris, c'est très différent en province, mais on dort à Paris à 21h au 19e siècle. Mais les lieux publics, en revanche, ont une activité qui continue avec plusieurs services de restauration, plusieurs représentations théâtrales qui peuvent s'enchaîner. Et de manière générale, on considère que l'heure de fermeture ordinaire des lieux publics, c'est 23 heures. Donc vous le voyez, là on est dans l'heure justement animée finalement, où il y a des mouvements et où il y a donc des possibilités de passage à l'acte criminel. Donc pour toutes ces raisons, vous le voyez ici, la nuit est propice au vol. Mais quel type de vol? Alors, je vais vous épargner ici les typologies qui sont la forme principale par laquelle, justement, les écrivains du 19e siècle racontent le vol. Vous trouvez ça chez Vidocq, vous trouvez ça chez Balzac, vous trouvez ça chez Eugène Sue. C'est amusant quand on s'intéresse à la langue française parce que c'est un jeu sur l'argot, mais c'est assez fatigant parce qu'ils vont vous distinguer 30, 40, 50, 60 catégories de voleurs. Une fois qu'on en a lu 3 ou 4, on en a un peu fait le tour, je vous l'avoue. Alors là, je vais vraiment simplifier au maximum cette typologie en commençant peut-être par le vol le plus fréquent, sans doute, et le plus fréquent parce qu'il est aussi le moins dénoncé, c'est le vol au poivrier. Alors le vol au poivrier, Maxime Ducamp, auteur d'un grand ouvrage sur Paris, ami de Flaubert, il explique en 1875, vous le voyez, que ce vol est généralement le début de ceux qui se destinent à la culture du bien d'autrui. Jolie formule, vous reconnaîtrez. Alors, pourquoi c'est le vol de débutants? Vous avez cette gravure qui vous présente justement à la fin du 19e siècle un vol au poivrier. Le vol au poivrier, on devrait plutôt l'appeler dans l'argot du 20e siècle le vol du poivreau, puisqu'en fait, il s'agit ici de profiter de l'ivresse publique des individus endormis sur les bancs ou pas tout à fait en état de se rendre compte de ce qu'ils font et qui sont évidemment la cible idéale pour un voleur, fût-il débutant. Et là, essentiellement, il s'agit tout simplement de faire le tour des bancs publics, de vider les poches de ceux qui se sont endormis. Ça fait un butin qui peut être tout à fait consistant et les risques sont relativement limités. D'autant plus que très souvent, celui qui a été victime du vol au poivrier ne va pas aller porter plainte.
parce qu'il était dans une situation qu'il n'est pas forcément en situation d'assumer, justement, et donc il y a même des chances que ça passe tout à fait inaperçu. Donc le vol au poivrier, c'est le premier cas, je dirais classique ici, du vol de nuit. Alors il y a un autre cas difficile à évaluer, qui a beaucoup moins inspiré les écrivains, mais qui est peut-être encore plus important. J'ai mis ici le chantier, le vol de chantier, parce que quand on regarde le butin des voleurs qui ont été arrêtés, ce qui est un bon moyen finalement de savoir ce qu'ils ont réellement saisi, il y a peu d'argent, j'y reviendrai après. Mais il y a en revanche un nombre incroyable d'objets assez hétéroclites qui relèvent tout simplement de ce qu'on trouve sur les chantiers publics. Rappelons que Paris, entre 1830 et 1880, c'est Dubaï aujourd'hui. C'est une ville de chantier, une ville où vous avez en permanence des travaux publics. L'osmanisation, bien sûr, mais avant ça, les travaux qui ont été menés par Rambuteau, etc. Donc, Paris est une ville où il y a un nombre incroyable de chantiers. Sur ces chantiers, il y a des choses, tout simplement, qui ont de la valeur, qui sont relativement faciles à receler. Et donc, le vol de chantier est probablement, en réalité, le vol le plus massif. Mais là aussi, il est assez difficile, bien sûr, à identifier, puisque, en général, on en prend conscience avec un temps de retard, pourvu que le voleur ait été assez habile ici. Donc voilà, je voulais peut-être commencer par là. Ce sont des vols dont on parle finalement peu, parce qu'ils ne sont pas du tout spectaculaires, mais qui sont probablement les plus massifs. Alors maintenant, on parle bien davantage de la cambriole. La cambriole, en argot, c'est la chambre. Et ça va donner justement le cambriolage. Alors le mot de cambriolage, dans son sens contemporain, apparaît au XIXe siècle, d'abord avec 2 L, et il se stabilise en fait à la fin du XIXe siècle. Et là, il sort de l'argot pour devenir un mot d'usage relativement courant. Cette cambriole, on la constate très précocement. Voyez ce rapport du commissaire de police du quartier de Saint-Thomas-d'Aquin en 1815. Les vols faits avec escalade par les croisées, par les fenêtres, se multiplient dans le quartier. On pense que prévenir les habitants de la capitale d'avoir soin de tenir fermés pendant la nuit les croisées ouvrant sur la rue serait l'objet d'un article utile à insérer dans les journaux. Voilà une prise de conscience intéressante et qui va justement se démultiplier. Alors là, vous avez toute une série de variations, je ne vais pas revenir en détail, mais c'était juste pour revenir un peu sur cet argot, justement, puisque le cambrioleur, c'est le terme générique, mais les vrais amateurs de faits divers criminels au XIXe siècle distinguent soigneusement le vanternier qui passe par la fenêtre, le boucarnier. Alors le boucarnier, c'est le beau voleur avec effraction et fausse clé, le carreur qui est un filou, le voleur à la vrille qui lui passe avec un vilebrequin. Donc vous voyez, il y a une variation assez plaisante ici. Je ne résiste quand même pas à vous dire un mot de ce boucardier en ribotte qui, voulant voler un orfèvre, on imagine bien pourquoi, se trompa de boutique et s'introduisit dans celle de son voisin, le marchand de jouets d'enfants. Il ne pouvait appuyer une main dans l'obscurité sans faire japper un chien de carton, sans renverser un tambour, tout retentissant de grelots, sans bousculer des cymbales et des pavillons chinois. Les polichinelles semblaient le menacer, les pierrots l'arrêtaient au passage. Bref, il finit par tomber dans un panier de vaisselle destiné au petit ménage, et ce fut nageant dans la faïence qu'on l'arrêta. On ne sait pas bien sûr si l'histoire est vraie, mais elle est quand même assez plaisante et elle nous rappelle encore une fois cette dimension ludique aussi du fait divers criminel. Tout ce que je viens d'évoquer ici, c'est un article du Figaro, vous le voyez, de 1856. Toute une série d'articles cet été-là consacrés justement à une galerie de portraits des différents criminels. La cambriole, donc, c'est quelque chose qui se développe, mais il faut bien le dire, quelque chose qui touche plutôt les plus pauvres, qui touche les commerces, mais qui touche peu, à ce moment-là, les appartements bourgeois. La menace la plus vivement ressentie par la bourgeoisie parisienne, c'est donc en réalité le vol de nuit, l'agression nocturne. Alors cette agression nocturne, elle a plusieurs noms. On parle souvent du coup du père François. Le thème va s'imposer à la fin du XIXe siècle. Alors vous en avez une représentation photographique ici du début des années 1900, évidemment jouée par des acteurs pour les besoins, en l'occurrence d'un cours à l'école de la police, où on vous montre comment ça fonctionne. Donc il faut 2 complices, un bourgeois au milieu, l'un qui saisit
avec une corde par le cou et qui étrangle le bourgeois qui donc n'est plus en situation de résister, bien sûr, et l'autre qui lui vide les poches très tranquillement. Voyez cette variante dessinée, elle est encore plus exemplaire ici, avec une variante féminine, puisque c'est la femme qui est une complice, ce qui permet d'attirer sans doute plus facilement le bourgeois. Ça s'appelle aussi un entolage. L'entolage, c'est le vol commis par la prostituée, ou en tout cas par le proxénète avec le concours d'une prostituée. Alors vous voyez, même procédure ici, hein, le bourgeois s'approche de la jeune femme, le voyou arrive derrière avec la corde, il n'a plus qu'à serrer le cou, et la femme peut se servir. Ici, évidemment, on est hors d'état de se défendre. Alors ce coup du père François, on l'appelle aussi chez Vidocq le charriage à la mécanique. Vous voyez, et Vidocq le dit, voilà, on porte sur les épaules pendant qu'un camarade s'occupe à le dévaliser de manière à le laisser quelquefois nu et sans vie sur la route. Lorsque le pantre, le bourgeois, est mort, ce qui arrive quelquefois, les charrieurs à la mécanique jettent le cadavre dans le canal. Alors le canal Saint-Martin en l'occurrence, car c'est ordinairement dans ce quartier désert et très malfamé qu'ils exercent leur horrible industrie. Alors à lire Vidocq, on a l'impression que c'est toutes les nuits que ça se déroule. Évidemment, c'est assez excessif, hein, puisque ce coup du père François sous cette forme-là relève là encore d'une fascination, davantage que d'une réalité. Néanmoins, il existe, et cette menace, justement, va être de plus en plus vivement ressentie. Alors, un mot, avant de revenir sur le ressentiment, un mot rapide justement sur l'idée que j'ai déjà évoquée, en fait, hein, cette idée qu'on a affaire ici à un vol de pauvres, mais dans tous les sens du terme, vol commis par des pauvres sur des pauvres. Puisque, alors vous voyez, j'ai extrait ces cartes de l'Atlas de Jean-Claude Farcy et Dominique Khalifa. Vous avez en haut la localisation des vols et en bas le domicile des voleurs, tels qu'ils sont évidemment identifiés par la justice. Et là encore, il y aurait un grand nombre de biais statistiques à évoquer. Mais on voit de manière assez nette que les vols sont commis principalement dans les arrondissements centraux, et notamment au nord des Halles, hein, où là, clairement, on est dans les quartiers les plus dangereux de la capitale de manière un peu générale. Ils sont commis aussi fortement, vous le voyez, en périphérie. Et le domicile des volets, c'est essentiellement l'Est parisien, c'est-à-dire les quartiers les plus pauvres. Un peu la périphérie, notamment le sud, qui est assez pauvre aussi, mais c'est surtout ici le nord-est parisien. Donc, pas de grande surprise là-dessus. Hein. Ce constat-là, Louis Chevalier l'avait déjà fait. Il ne souffre pas vraiment de discussion. Il se vérifie également quand on regarde le butin, tel qu'on peut le dégager justement de la Gazette des tribunaux. Alors, j'insiste. Ici, je parle du butin tel qu'on le connaît par la presse. C'est-à-dire que ça surestime forcément les beaux vols, les vols importants. Il faudrait ici ajouter tous les vols dérisoires qui ne figurent pas dans la presse. Or, regardez dans ces beaux vols, que voit-on? Une grande majorité de vols rapportant moins de 50 francs d'argent. Alors 50 francs, c'est une somme en 1840, hein, ça correspond à 15 jours de salaire à peu près ouvrier, mais quand même, on voit bien qu'on n'est pas dans des vols très rentables. Et voyez qu'on est encore dans des vols au butin finalement très limité. Les mouchoirs, les gants, les vêtements, les parapluies. Alors ceci dit, vu le climat du jour, le parapluie est utile, il ne faut pas le perdre, mais en règle générale, vous admettrez qu'on est ici dans un butin relativement, effectivement, limité et qui témoigne bien du fait qu'on a affaire à un vol de gagne-petit aussi. Hein. C'est ça qui est important à garder à l'esprit. Alors malgré tout, la menace existe. Alors, je ne vais pas tout reprendre ici parce que le temps passe et je veux quand même parler après des réactions sociales, justement. Donc je n'évoquerai pas forcément tous les documents que j'ai présentés ici, mais quelques remarques simplement. En haut à gauche, vous avez un journal, Le Constitutionnel. Là, on est dans la grande presse. Le Constitutionnel, c'est un journal politique destiné à une élite sociale qui veut s'informer justement de la vie internationale, publique, médiatique. On n'est pas encore dans la presse de masse. Donc là, c'est un journal d'élite. Et voyez quel est le constat dressé à la fin de cet article, en parlant justement de la nuit parisienne. C'est un désert qu'on abandonne aux bêtes féroces. Alors, on peut le mesurer. C'est ce qu'a fait Simone Delattre en mesurant les attaques nocturnes recensées par la presse entre 1815 et 1848.
Alors vous voyez, le sismographe est sensible, et il y a des pics très très nets, vers 1827, enfin 27-28, vers 1836, 1839, 1845 encore, on a des pics qui sont tout à fait étonnants par rapport à l'ordinaire, justement, du crime. Alors ici, évidemment, on aurait tort d'imaginer que ça reflète une réalité brutale du crime. Vous vous en doutez, il n'y a pas de manière vraisemblable une multiplication par 10 du nombre de vols d'une année sur l'autre. Mais comme on parle ici d'un journal, il y a un intérêt qui va justement naître et qui va susciter l'envie de publier des articles sur ces vols à répétition. Donc en réalité, ce qu'on voit bien ici, c'est les moments de sensibilité sociale à cette question criminelle. Alors il est assez intéressant de voir d'ailleurs qu'il se situe à la fin de la Restauration. Dans les années 1827-28, c'est un moment où la police est remise en question, notamment parce qu'on lui reproche de s'occuper trop de politique. Et du coup, parler justement de la délinquance, c'est une manière de critiquer le pouvoir en disant qu'il ferait mieux de s'occuper peut-être précisément de la sécurité nocturne des Parisiens plutôt que de s'occuper de leurs opinions politiques. Constat assez comparable pour la progression des années 1840, qui s'explique sans doute en partie par une volonté justement de critiquer le fonctionnement de la police qui est remise en question. Je vais y revenir dans un instant. Alors, ce qui va aussi jouer en ce sens, ce sont des procès spectaculaires, médiatiques, parce que l'affaire criminelle, pour qu'elle soit médiatisée, il faut qu'il y ait finalement ici un prétexte, une belle affaire. Et on a dans les années 1840 des bandes qui sont arrêtées, démantelées, jugées. Ces bandes, en réalité, sont assez dérisoires. Ce sont effectivement des bandes organisées, mais dont le butin est finalement assez limité, dont l'action criminelle est assez limitée. Mais on va un peu les monter en épingle. La bande des Escarpes, en 1844, la bande des Endormeurs, c'est un joli nom, en 1845, et beaucoup plus improbable, la bande dite des communistes matérialistes, en 1846. On leur reproche d'être des lecteurs de Proudhon. Proudhon qui a écrit 2 ans avant « La propriété, c'est le vol ». On leur reproche d'avoir des lectures socialistes et d'avoir justement procédé à un passage à l'acte criminel. Bon, la réalité judiciaire se dégonflera très vite. C'est une affaire sans grande envergure. Bref, sensibilité au crime, cette sensibilité dont on voit qu'elle est quand même un enjeu politique, provoque évidemment des réactions sociales et politiques. Alors ces réactions, je commencerai par les aspects peut-être les plus connus d'ailleurs. C'est d'abord l'assainissement de la rue. Et en l'occurrence, la cible, ce sont les chiffonniers. Les chiffonniers, Antoine Compagnon l'a rappelé récemment, c'est une figure omniprésente dans le Paris du XIXe siècle. Mais c'est justement une figure qui est louche, qui interroge, parce qu'on est dans les bas-fonds. On est dans cet imaginaire justement du chiffonnier qui a partie liée avec la pègre. Et du même coup, la volonté, tout au long du XIXe siècle, c'est de les réglementer, c'est de réduire leur champ d'activité. 2 étapes ici, l'ordonnance de 1828, considérant que les malfaiteurs trompent la surveillance de la police en se munissant comme les chiffonniers d'un crochet qui peut entre leurs mains devenir un instrument de vol et de meurtre, et d'une hotte dans laquelle il est facile de cacher les objets volés, considérant donc que les voleurs se déguisent en chiffonniers pour échapper aux recherches, on interdit tout simplement aux chiffonniers de travailler la nuit. Ce qui a posé d'ailleurs un gros problème, parce que c'est un manque à gagner réel pour les chiffonniers. Mais donc, logique de réglementation. Cette logique ne va pas cesser de se développer, parce que bon, il y a le fait ici de poser une ordonnance, il y a le fait de l'appliquer, c'est autre chose, mais on va avoir un développement constant jusqu'à la grande révolution de 1883, que l'on doit au préfet Eugène Poubelle, l'invention du récipient, vous le voyez ici, sous sa forme originelle, récipient métallique rectangulaire, qui va finalement tuer dans l'œuf la carrière des chiffonniers, puisque désormais, les rebuts sont dans les poubelles. Alors les chiffonniers gardent un droit de surveillance des poubelles, c'est assez complexe pendant plusieurs années, mais clairement, on va vers une disparition totale du chiffonnage. Donc, dans la perspective policière, bien sûr, la rue, ici, est assainie. Et en même temps que la rue est assainie, les portes sont closes. Ça, c'est un autre point fondamental.
La nuit, c'est le moment justement où il faut fermer ses portes. C'est ce que rappelle, après beaucoup d'autres d'ailleurs, l'ordonnance du 4 novembre 1778, ordonnance de police qui oblige les Parisiens à fermer leurs portes à clé à 20h en hiver et à 22h en été. Quand on trouve ce type d'ordonnance, ce qui est intéressant évidemment, c'est de se dire si l'ordonnance a été publiée, c'est que ce n'était pas évident. C'est qu'on a voulu justement imposer une règle. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette ordonnance est répétée tous les 10 ans à peu près, de manière constante au XIXe siècle, ce qui prouve bien que ça ne va pas de soi, hein, que cette fermeture des portes reste quelque chose d'encore assez sensible. À noter, hein, j'ai trouvé ça très récemment, dans les années 1930, on trouve dans Paris Soir une protestation des concierges de Paris qui ont pris des procès-verbaux parce que leurs portes étaient restées ouvertes à l'heure de nuit. Et qui disent on nous verbalise au nom d'une ordonnance qui a 150 ans, le préfet est devenu fou. N'empêche que les amendes seront maintenues. Mais cette question-là, évidemment, elle concerne moins les maisons particulières que tout simplement le rôle du portier, qu'on appelle de plus en plus le concierge, ou le pipelet d'ailleurs assez souvent, au XIXe siècle. Ce concierge qui est au rez-de-chaussée du fameux immeuble parisien, qui est chargé justement de garantir une surveillance. Alors en théorie, en vertu de cette ordonnance de police, le concierge doit fermer la porte la nuit. Mais du coup, quand un locataire rentre, il doit ouvrir la porte. Ce qui, évidemment, fait une nuit assez agitée pour un concierge qui peut être amené à se réveiller assez souvent. Alors certains ont une solution. Voyez ce rapport de la Garde nationale du 31 mai 1819. Les nommés Baudin et Lacroix, tous deux porteurs à la halle, demeurant rue de Bercy numéro 9, se sont présentés à 11h30 du soir pour rentrer à leur domicile. Le sieur Feugeret, fruitier et logeur, donc c'est le concierge, s'étant mis à sa fenêtre, leur a déclaré qu'il ne se dérangerait pas pour eux et que s'il ne se retirait, il leur jetterait son pot de nuit à la tête. Ce qu'il fit, mais sans atteindre personne. Alors, c'est une option, mais cette option-là, vous vous doutez bien qu'elle est contestée par les propriétaires et locataires des immeubles qui tiennent à ce que le concierge leur ouvre la porte. Et du coup, la possibilité d'ouvrir la porte de manière constante va se développer. Ou alors d'une ouverture de porte sans vigilance de la part du concierge. Dans les souvenirs d'un Européen de Stefan Zweig, Zweig rappelle qu'il vit à Paris dans les années 1900 et qu'il s'amuse beaucoup parce qu'il y a un concierge justement qui ouvre la porte systématiquement. Il a mis en place un système de cordage qui lui permet depuis son domicile, enfin depuis son lit, sans sortir de son lit, d'ouvrir la porte et de la refermer. Donc on le voit bien, les portes closes, c'est un enjeu et c'est pas forcément si simple. Du coup, il suffit pas de dire que les portes sont fermées, il faut vérifier, il faut patrouiller et c'est l'enjeu ici bien sûr de la surveillance policière de la nuit. Alors cette surveillance n'est pas tout à fait policière d'ailleurs, elle est plutôt militaire, au moins jusqu'aux années 1840. J'ai mis 10 fois trop de choses, mais pour vous résumer simplement l'essentiel, ici, on a 3, voire même 4 acteurs de la surveillance. L'armée, puisqu'il y a des garnisons à Paris, et ces garnisons sont appelées à patrouiller de nuit. La gendarmerie, puisque la gendarmerie, même si elle est plus connue pour la dimension provinciale de son action, elle est aussi très présente à Paris. La garde nationale, je vais en redire un mot. Et j'oubliais ici, on pourrait ajouter les sapeurs-pompiers, puisque les pompiers ont aussi des missions de patrouille de nuit. Alors, ces patrouilles circulent, se promènent à peu près en permanence, et elles se caractérisent, dans tous les témoignages de l'époque, par leur redoutable inefficacité. Voyez ce que dit Louis Huard en 1841. « De mémoire d'hommes de volée et de patrouille, jamais une patrouille de la garde nationale n'a arrêté un voleur. Attendu que ces industriels, à moins d'être sourds comme des pots, entendent l'arrivée d'une patrouille d'un bout de la rue Richelieu à l'autre bout. » La rue Richelieu est longue quand même. Donc, on l'imagine bien ici, manque de confiance. Ce manque de confiance s'explique, même idée développée à peu près au même moment, le pas bruyant et les armes étincelantes, ce qui caractérise le militaire, préviennent le coupable, mais ne l'arrêtent pas. Évidemment, une patrouille n'est pas le meilleur moyen de prendre en flagrant délit des voleurs en pleine action. Et puis, il faut ajouter à ça que ces patrouilles reposent pour moitié à peu près sur la garde nationale. La garde nationale, ce sont justement les propriétaires, c'est la bourgeoisie parisienne,
tenus de faire plusieurs fois par mois un service de nuit. Comme le montre cette gravure qui est loin d'être isolée, allons la patrouille, réveillons-nous, le bourgeois parisien n'a pas spécialement envie de passer sa nuit à marcher dans les rues, et les corps de garde, justement, tels qu'on les découvre, en général, sont plutôt des lieux, disons d'amusement, pour le dire vite, plutôt que réellement des lieux de surveillance policière. Alors, je laisse tomber le document précédent, que je vous résume juste d'un mot, ceci dit. C'est justement l'anecdote d'un poste de garde qui s'est fait cambrioler. Parce qu'on découvre à cette occasion que tous les gardes nationaux étaient ivres morts et que la surveillance parisienne n'était pas tout à fait garantie. Par conséquent, on va s'appuyer davantage sur une autre forme de police et sur ce qu'on appelle les patrouilles grises. Alors les patrouilles grises, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans les années 1820, et c'est très lié au personnage de Vidocq que vous avez ici. Alors, le principe de ces patrouilles grises, qui sont décidées dès le Premier Empire, c'est d'avoir une escouade de 3 hommes qui fait patrouille, qui surveille les lieux connus pour être les rendez-vous des malfaiteurs. C'est ciblé, vous le voyez. Ces hommes ne sont pas en uniforme, ils sont en civil. Ils ont pour fonction, c'est le principe de la police façon Vidocq, de ressembler à des criminels, d'ailleurs souvent ce sont des anciens criminels, afin justement d'être capables de se fondre dans la nuit parisienne. Vous voyez, ce rapport de la garde nationale. Alors on dit qu'elles n'arrêtent jamais de voleurs, elles arrêtent peut-être pas de voleurs, mais elles arrêtent des policiers. Une patrouille a arrêté un jeune homme qui maltraitait 2 filles publiques. Cet individu, qui dit être attaché à la brigade de Vidocq, mais n'a pu en donner des preuves, a été déposé au poste de l'hôtel de ville. Parce qu'effectivement, là, ces patrouilles grises sont tout aussi inquiétantes que les voleurs, finalement. Ce sont des individus, effectivement, qui, certes, vont mener des opérations de surveillance, mais qui posent d'énormes problèmes en termes de corruption, en termes de trafic, puisque la brigade Vidocq est connue, étant composée de repris de justice, pour être très liée au proxénétisme, notamment. Donc, finalement, est-ce qu'il rassure? Pas tellement. Et c'est pour cette raison qu'on va entreprendre des grandes réformes, alors qu'on doit vraiment à un homme ici, c'est le préfet Gisquet, qui n'est pas le plus connu dans le personnel policier parisien. Il a été préfet de police pendant 5 ans, ce qui est assez long pour le 19e siècle. Et il est important parce que c'est lui justement qui va démanteler la brigade Vidocq. Il va maintenir le principe d'une police judiciaire, mais il va exiger qu'elle soit confiée à des individus aux antécédents irréprochables. Donc il ne veut plus qu'il y ait le moindre doute. Il y en aura toujours, bien sûr, mais il ne veut plus le soupçon, finalement, de collusion avec le crime. Et dans la même logique, il va entreprendre une grande réforme de ce service de patrouille, des patrouilles policières. Il y a une épuration, littéralement. Vous voyez son rapport de 1833. Le service des rondes de nuit est composé en grande partie d'employés incapables ou dont la conduite nécessite l'éloignement. Son objectif, c'est donc bien ici de réformer ce système dans son ensemble pour aboutir à un fonctionnement plus efficace. Alors, il est appuyé en ce sens par la Gazette des tribunaux. Parce que la Gazette des tribunaux, dans cet article notamment de 1836, évoque les nouvelles rondes de police. C'est un article assez rare dans la Gazette, puisqu'ici, l'article rend compte du travail de la police pour dire qu'elle a réussi. C'est un article de commande. Très probablement, Gisquet l'a commandé à la Gazette des tribunaux qui le soutient à ce moment-là. Et vous voyez, la ronde qui fait la surveillance du 11e arrondissement pendant la nuit fait des captures, chiffonniers, repris de justice, des malfaiteurs donc, qui venaient de voler un jeune médecin. Peu d'instants après, un autre élève en médecine arrêté, etc. Et donc, ici, le récit, c'est bien de montrer que ces arrestations viennent très à propos dans la saison où les balles se multiplient. On pourra désormais, avec plus de sécurité, grâce à la réforme ambitieuse menée par M. Gisquet, qu'il faut louer, etc., se promener en sécurité dans Paris. Donc, on le voit, il y a une opération de communication, bien sûr, mais il y a aussi une vraie réforme qui commence avec Gisquet et qui va se prolonger et véritablement fonctionner sous le Second Empire. Alors, c'est ici qu'on a la nuit des nouveaux policiers, justement, un nouveau type de police qui est incarné par la figure du sergent de ville.
Alors vous avez le costume des sergents de ville à leur création en 1829, puis dans les années 1890, ici, avec une réforme de la tenue. C'est un costume qui reste très militaire dans son inspiration, avec l'épée en particulier. C'est important parce que l'enjeu, ce qui caractérise ce sergent de ville, c'est qu'il est à l'intersection du policier et du militaire. Il est policier par sa formation, par son statut, mais il est imprégné aussi d'un mode de fonctionnement militaire, ce sont toujours d'anciens soldats d'ailleurs, et il est imprégné de ce mode de fonctionnement qui est important parce qu'il garantit une surveillance ostensible. Par opposition justement aux patrouilles grises, là on assume la dimension visible de cette police. Alors, il faudra du temps pour que ça se développe. Voyez les chiffres, hein. Les sergents de ville à leur création en 1829 sont une centaine. Ils sont 300 en 1846. Il faut attendre 1854 avec près de 3000 hommes pour dégager véritablement les moyens de cette nouvelle police qui progresse au rythme de la croissance parisienne et même plus rapidement. Alors, cette police-là, justement, elle incarne véritablement un nouveau contrôle de la rue fondé sur l'îlotage, la patrouille, qui suit toujours le même trajet, qu'on peut trouver, puisque un des enjeux de ces policiers, c'est qu'ils doivent justement être localisables par les habitants qui auraient besoin d'eux. Donc ils ont un parcours tracé à l'avance. Évidemment, hein, ils arrêtent très peu, en réalité, de voleurs. Ce n'est pas leur fonction. Leur fonction, c'est de sécuriser la rue et d'être en mesure, justement, de répondre à la demande publique. Et ce nouveau modèle de police est complémentaire d'une nouvelle police judiciaire fondée sur l'enquête, fondée sur le paradigme indiciaire, qu'incarnerait très bien la figure littéraire de Monsieur Lecoq dans les romans d'Émile Gaboriau. J'aime bien la couverture de ce roman, alors qu'il date des années 1870, qui nous présente justement un enquêteur parisien. Hein. Vous voyez, on est dans la nuit, il a la lanterne qui éclaire les indices, les traces de pas laissées. On est complètement ici dans un nouveau modèle justement de dévoilement, d'enquête rationnelle qui va permettre justement de sécuriser Paris. Alors, peut-on considérer que la nuit est épurée ? Peut-on considérer que la nuit du criminel n'existe plus ? Et au fond, j'évoque en deux mots, mais je sais que vous en avez déjà parlé et qu'on en reparlerait sans doute, c'est important dans le cadre de ce thème, la question de l'éclairage public hein, qui se développe tout au long du XIXe siècle, puisqu'on va avoir l'éclairage au gaz, à l'électricité, qui va bouleverser aussi la visibilité tout simplement de la nuit. Le constat que font plusieurs témoins, c'est que Paris est devenu une ville sûre la nuit. Bon Parisien, dormez tranquille. Le métier d'escarpe devient chaque jour de plus en plus inexerçable. Ce que nous dit ici Alfred Delvaux. Et ici, la mise en page a sauté, mais Louis Puybarreau, secrétaire du préfet de police, dit dans les années 1880 « Paris n'est point un coupe-gorge. Il n'y a pas de surprise à redouter pour qui va droit son chemin rentrant paisiblement dans ses pénettes. » Le vol au poivrier existe toujours, bien sûr, mais justement, si vous rentrez droit, vous ne risquez pas grand-chose, dit-il. Alors, évidemment, ce caractère rassurant, il fonctionne en miroir avec Londres, qui devient la ville qui fait peur. Paris était la ville qui faisait peur dans les années 1830-40. Et Londres va gagner ce titre, finalement, à la fin du 19e. Alors, on a la Garrotting Panic de 1862. C'est l'illustration que vous avez à gauche. Ces dames qui vont prendre le thé dans la direction des faubourgs et qui sont encerclées, vous le voyez, par des gardes du corps, des vigiles, tellement Londres a la réputation d'être une ville devenue dangereuse. Et à droite, Whitechapel Murder, Jack l'Éventreur. Hein, donc, entre finalement les menaces de vol et les crimes, c'est Londres qui, dans les dernières décennies du XIXe siècle, devient la ville dangereuse. Mais Paris ne va pas tarder à disputer à Londres ce titre. Et dans les dernières décennies du XIXe et au début du XXe siècle, Paris va retrouver quelque part sa place significative dans le crime. Alors, j'évoque juste pour l'anecdote ici Jean-Baptiste Tropman, que vous avez à gauche ici, jeune escroc qui va devenir surtout un assassin, puisqu'il va, après avoir escroqué une famille, juger pertinent de découper la famille en petits morceaux et de disperser les pièces dans les terrains vagues autour de Pantin, pour ne pas que l'escroquerie soit révélée. Ça ne va pas lui profiter en l'occurrence. Mais l'affaire Tropman est intéressante parce qu'elle va avoir un énorme écho médiatique.
et on est en 1869. Et elle montre qu'il y a cet intérêt pour le crime, ce que Dominique Khalifa appelle les noces de l'encre et du sang, hein, parce que la presse, justement, va prospérer sur ce type de faits divers atroces qui va attirer de nouveaux lecteurs. C'est en partie pour cette raison qu'à la toute fin du 19e et dans les années 1900 va se développer le thème Apache. Alors les Apaches, on ne sait pas très bien pourquoi ce terme d'Apache, hein, il y a plusieurs explications. On rapporte souvent que le mot d'Apache aurait été trouvé par un greffier d'un tribunal qui, ayant vu un criminel justement se déshabiller devant lui, avait vu tous ses tatouages et avait dit « mais c'est un véritable Apache ». Mais ce n'est pas très crédible. Plus sérieusement, rappelons que Buffalo Bill se promène avec son Wild West Show en France dans les années 1880, que le roman de Peau-Rouge, le roman de western, passionne les Français à la fin du 19e et que Apache devient le synonyme de grand méchant pour le français de 1890. Donc c'est sans doute plutôt pour cette raison-là que le mot Apache va s'appliquer à cette criminalité qui recourt ici, vous le voyez, au coup du père François, hein, de manière classique, sur cette affiche de film ici, de 1910 ou 11 à peu près, donc qui reprend finalement les formes anciennes de la criminalité. Cet Apache qui menace finalement ici la sécurité de Paris, tapis dans l'ombre, ici on le voit sur l'affiche, sur la une du Petit Journal, c'est le nouveau danger qui guette la capitale. Alors, si on réfléchit un peu plus au-delà des représentations, au-delà des mythes, il faut surtout souligner que les travaux haussmanniens ont déplacé la carte du crime. Tout simplement, hein, c'est assez logique. L'haussmannisation de Paris produit une nouvelle géographie sociale de la capitale. Elle produit aussi une nouvelle géographie délinquante. On le voit bien à travers cette répartition des battues. Les battues policières, c'est la méthode employée justement par la police pour faire des rafles dans les lieux de mauvaise vie, puisque là, le but, c'est de faire des rafles dans les lieux connus pour le proxénétisme, le recel, le vol, etc. Les cafés louches, si vous voulez. Et vous le voyez, outre le centre-ville de manière classique, c'est l'Est parisien qui est la cible. C'est le quartier des Buttes-Chaumont, hein, qui devient le quartier à la réputation la plus sombre dans le Paris de la fin du 19e siècle, ce qu'on appelle les carrières d'Amérique. Ça, c'est le lieu à la réputation la plus effroyable. Devant, de peu, un quartier qui a bien changé depuis, mais qui est le quartier de la place Maubert, du côté du 5e arrondissement, qui a, jusqu'aux années 1880, une réputation tout à fait détestable également. Alors, cette géographie s'ancre dans l'imaginaire. Hein. J'aime bien ce dessin, enfin cette carte qui ne reflète que l'imaginaire de son concepteur, hein, mais qui est quand même intéressante, qui est publiée dans Le Matin en 1907, et qui nous présente justement les lieux, vous le voyez, la distinction très dangereux ou dangereux. Alors les lieux très dangereux, vous le voyez, c'est principalement les Halles et le secteur des Halles, ainsi que le quartier justement, le sud du 5e arrondissement, derrière le Jardin des Plantes à peu près. Et les quartiers dangereux, c'est à peu près toute la périphérie parisienne et tout l'Est parisien. Ça recoupe un petit peu cette carte des battues par certains aspects, c'est plus précis encore, mais c'est révélateur donc d'une géographie du crime qui s'est déplacée de ce point de vue. À une exception près, c'est la question du cambriolage. Puisque la géographie du cambriolage, ou plutôt de la menace du cambriolage, a suivi une évolution inverse. Il est plus rentable de cambrioler les beaux quartiers plutôt que les quartiers pauvres. Alors c'est toujours les quartiers pauvres qui sont victimes du maximum de cambriolage. Là, il n'y a pas de changement de ce point de vue. Mais la nouveauté qu'on peut observer dans le dernier tiers du 19e siècle, c'est l'apparition de nouvelles formes de cambriolage plus sophistiquées, qui vont justement viser des appartements bourgeois. Alors, je vous ai mis ici quelques figures qui sont des héros du cambriolage, d'une certaine manière. Hein. Ce sont deux hommes, alors Vittorio Pini, que vous avez à gauche, et Alexandre Jacob, que vous avez à droite. Pini, c'est dans les années 1880, Jacob, c'est 20 ans plus tard. Tous les deux sont des bandits anarchistes, qui ont vraiment cette particularité d'être des militants politiques anarchistes, qui vont justement commettre la totalité de leurs infractions au nom d'une cause justement politique.
ce qui ne leur vaudra pas, en l'occurrence, des circonstances atténuantes, au contraire. Puisque pour Pini comme pour Jacob, les portes du pénitencier finiront par s'ouvrir. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que on voit, à travers les récits et l'attirail, comment le cambriolage change de nature. Alors, vous voyez ici Pini, hein, là, c'est l'acte d'accusation, tel qu'il est conservé aux archives de Paris. Le 6e des 30 et quelques vols qui lui sont reprochés, vol chez la Dame Morin. Vous voyez, hôtel particulier de la Dame Morin, rue Lafayette, mis au pillage par des malfaiteurs, la nuit avec effraction, vol de titres, d'objets d'art, etc. Là, on est sur un nouveau type de cambriolage. Vous imaginez bien qu'il suppose une préparation, une logistique, un attirail également. Et c'est ce qui va beaucoup marquer au procès Jacob en 1905, parce qu'au procès Jacob, vous voyez, on expose la table des pièces à conviction. Alors là, la résolution n'est pas suffisante pour bien les distinguer, et de toute façon, on serait sans doute bien en peine de savoir à quoi ça sert, mais ces différentes sortes, justement, de pinces, de vilebrequins, de clés, de passe-partout, de rossignols, qui témoignent ici d'une professionnalisation réelle du cambriolage. Alors, ces cambrioleurs, qui sont une nouvelle menace, alors évidemment limitée, hein, mais médiatiquement sensible, vont provoquer un renfermement de la propriété. Et ça, c'est ce qu'on observe vraiment à la fin du XIXe siècle. Alors, encore une fois, hein, entendons-nous bien, je parle ici de la bonne bourgeoisie parisienne qui a les moyens, justement, d'investir dans le marché de la sécurité. Et qui, par conséquent, va se doter de nouvelles technologies. Alors, il aurait fallu ici peut-être commencer d'ailleurs par rendre hommage aux serrures de sûreté qui sont mises au point par Alexandre Fichet dans les années 1830. Il y a un énorme débat technique sur la fiabilité de ces serrures. Sachez que de manière générale, les concurrents de Fichet vont passer les 150 années qui suivent à prouver qu'on peut ouvrir une serrure en 3 minutes si on est bien entraîné. Et Fichet ripostera en montrant qu'on peut ouvrir la serrure des concurrents en 2 minutes au lieu de 3. Enfin, les serrures de sûreté, évidemment, ici, n'ont qu'une efficacité limitée, mais le temps ici, paraît-il, compte beaucoup. Alors, plus original, vous le voyez, le stop fif, avec sa consonance anglaise, un avertisseur de détonation qu'on met sur la serrure et qui explose. C'est l'ancêtre de l'alarme, hein, tout simplement. Les témoignages d'utilisation, qui sont d'ailleurs assez rares, prouvent que ça explose en général dans les mains du propriétaire. Plus original encore, la sécurité chez soi. Alors, vous voyez ce petit pupitre qui était installé à l'entrée des domiciles. Alors, on sait, hein, parce que là, on a des détails sur cette entreprise, il y a au moins 300 abonnés. Essentiellement dans le 8e et le 16e arrondissement, parce que c'est assez limité, vous allez comprendre pourquoi. Les boutons vous mettent en relation, vous le voyez, avec l'agence, la sécurité chez soi, incendie, médecin, commissionnaire, voiture, police. C'est plutôt bien conçu, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne sur le modèle du téléphone qui se met en place. Ça fonctionne, alors après, ça n'a pas une utilité évidente en termes de lutte contre le vol, mais c'est très révélateur de ce développement de nouvelles formes de sécurité qui prennent aussi la forme des assurances. L'assurance vol apparaît en France à la fin des années 1890. Elle reste très limitée, c'est très cher, hein, donc il faut vraiment avoir des biens de valeur à assurer, mais elle se développe dans les années 1900-1910 dans la bourgeoisie. Alors, avec la sécurité chez soi, on voit que ce marché de la sécurité relève aussi de la question du gardiennage. Et ce gardiennage, il va beaucoup faire parler de lui dans les années 1890-1900. En fait, c'est le moment où le système des sergents de ville tel qu'il s'était développé avant et pendant le Second Empire atteint ses limites. Parce que les sergents de ville, devenus gardiens de la paix entre-temps, c'est bien, mais ils sont malgré tout peu nombreux par rapport à la population et leurs passages nocturnes sont limités, forcément. Donc un des enjeux ici va être de développer ce gardiennage. Il y a des tas de projets, vous voyez ici un article sur les rondes de nuit qui est porté par un conseiller municipal de Paris qui va passer les 20 années qui suivent à vendre le même projet. Beaucoup de projets consistant justement ici à recréer une garde nationale, à créer des systèmes de volontaires. Ça n'aura pas de conséquences pratiques, évidemment, mais en revanche, ça va ouvrir la porte du gardiennage privé. La préfecture de police n'en voulait pas.
Parce que l'idée d'avoir justement des polices privées sur le pavé parisien, c'est un vrai problème. Ça existait déjà, bien sûr, les banques, les bijouteries pouvaient déjà avoir des gardes privés, mais à l'intérieur ou à la porte, pas plus. Là, la nouveauté, c'est qu'on va avoir dans les années 1900 des entreprises de sécurité privée qui s'installent et qui vont justement avoir la possibilité de circuler dans une rue, mais à condition de ne surveiller que les maisons de leurs abonnés. C'est très cher. C'est ce qu'évoque le cri de Paris ici. Vous voyez les malfaiteurs qui vont voir le vigile. C'est la boutique du bijoutier que vous gardez, tant pis, nous allons cambrioler à côté. Ce qui est évidemment l'une des nombreuses limites de cette sécurité privée. Alors, par ailleurs, cette sécurité privée, elle est difficile à connaître parce qu'elle a laissé très peu d'archives, mais le peu de traces qu'on en trouve justement dans les témoignages des policiers de l'époque, dans les affaires judiciaires, c'est une inefficacité constante. Là, c'est vraiment spectaculaire. Le nombre de rapports de police signalant qu'il y avait des gardes privés et qu'ils n'ont rien vu. Alors, ça suggère bien sûr que la police voit d'un très mauvais œil cette concurrence. C'est probable, mais ça suggère aussi que cette sécurité privée est payée à très moindre coût. Elle est faite tout simplement de gens qui ne sont pas motivés, faute d'être payés ou formés aux fonctions qu'on leur demande. Et j'arrive au bout avec une toute dernière image, puisqu'après tout, la logique, vous le voyez, quand on renferme ses propriétés, quand on recourt au gardiennage privé, il manque plus que l'autodéfense. Et l'autodéfense est un thème très présent, plus à la campagne, mais il apparaît aussi en ville. Et je ne résiste pas à vous présenter cette publicité qui apparaît en 1920. On est un peu au-delà de ma période, dans le célébrissime catalogue de la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne. Cette publicité va être reproduite à l'identique jusqu'en 1966. Cette année-là, on va passer au catalogue Manu France et ils vont moderniser les publicités. Et ça commence à faire très daté, évidemment, ce visuel. Mais ici, il s'agit d'un pistolet, la française, en vente totalement libre. Il faut bien savoir qu'en 1920, la vente d'armes est quasi déréglementée en France. Pour la plupart des armes de poing. C'est très complexe dans le détail, mais c'est très facile d'acheter des armes. Et j'ai toujours trouvé assez fascinant, inquiétant, mais en même temps savoureux, ces deux gravures qui vous présentent donc l'homme en pyjama faisant feu sur ceux qui apparemment le menacent. Alors là, on est peut-être plutôt dans l'espace rural, c'est difficile à déterminer. Et à gauche, cette dame très parisienne dans son déshabillé qui s'apprête là à ouvrir feu effectivement sur les voleurs qui rentrent là aussi dans son domicile. C'est un thème évidemment qui va avoir beaucoup d'écho dans la suite au XXe siècle, et je conclurai peut-être simplement là-dessus. Cette histoire de la nuit parisienne du XIXe siècle, vous le voyez, il y a des évolutions nettes, mais ce qui se décante à la fin du XIXe, c'est-à-dire ce Paris haussmannien, ce Paris où d'un côté on a le cambriolage, l'ouest parisien, la banlieue chic, et de l'autre, la peur de l'agression nocturne, etc., finalement, ce Paris haussmannien, c'est le Paris qui va survivre au moins jusqu'à Georges Pompidou, puisque c'est la même structure sociale, architecturale, économique. Et finalement, le Paris de 1860, c'est encore le Paris de 1960. Donc par de très nombreux aspects, ce sur quoi je terminais ici se prolonge jusqu'au moins au milieu du XXe siècle. Je vous remercie. Même si dans le roman de Zola, La Curée, il en est fortement question, quelle est la police? Enfin, comment on s'organise? Parce qu'on ne le voit pas du tout en lisant, je cite le roman de Zola, donc toute cette criminalité qui se développe autour des travaux d'Haussmann, autour de la spéculation, etc. etc. Alors, c'est une question, je vous avoue, je vais botter un petit peu en touche, parce qu'en fait, l'escroquerie attend ses historiens. Parce que là, c'est tout ce qui relève effectivement d'une criminalité en col blanc, pourrait-on dire, qui est effectivement manifeste au XIXe siècle, dont l'un des enjeux va être justement le changement d'image de la banqueroute. Puisqu'en fait, il y a une révolution juridique au XIXe siècle,
autour justement du sort judiciaire et social et moral réservé à celui qui a été victime de faillite. Il y a un vrai glissement de ce point de vue au cours du XIXe siècle, puisque ce qui était une infamie morale va devenir le constat d'une prise de risque qui n'interdit pas à la personne de reprendre des affaires par la suite. Donc c'est aussi dans ce cadre-là, si vous voulez, que ça a été étudié, mais sur la question très précise, notamment des contes fantastiques d'Haussmann, pour reprendre la formule de Jules Ferry, qui jouait sur les contes fantastiques d'Hoffmann pour se moquer justement de l'affairisme considérable qui tournait autour des milieux d'Haussmann. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux récents. Et c'est un sujet qui est un petit peu en friche parce qu'il faut bien l'avouer, il est aussi très technique. J'ai 2 petites questions. Je voudrais savoir si les quartiers populaires étaient volontairement délaissés par les pouvoirs publics en ce qui concerne et les rondes de police et l'éclairage. Il me semble que c'était toujours noir, d'après l'imaginaire populaire. Et deuxième question, en ce qui concerne les poubelles. Vous dites les poubelles viennent entraver un petit peu le travail des chiffonniers. Comment se faisait le chiffonnage avant l'invention des poubelles et en quoi la présence des poubelles entrave leur travail? Oui, alors pour le chiffonnage, en fait, si vous voulez, le principe qui existait avant l'invention de la poubelle, c'est que les ordures étaient déposées sur la voie publique, alors de manière... ça pouvait être dans des containers, bien sûr, mais ces containers étaient libres d'accès pour les chiffonniers, qui disposaient en principe de la faculté de trier justement les déchets sur la voie publique. Alors, la poubelle, en 1883, justement, est conçue comme un récipient fermé. Et une des grandes questions qui est posée quand elle est installée, c'est de savoir justement à qui appartiennent les déchets. Puisqu'en fait, la réglementation de police, au début, interdit aux chiffonniers d'ouvrir ces poubelles. C'est pas fermé à clé, mais c'est un contrôle policier, c'est-à-dire que c'est une infraction. Donc il y a une interdiction qui est d'abord posée. Cette interdiction va être levée, notamment parce qu'il y a toute une frange de la société qui va s'émouvoir justement de cette question-là et qui va défendre, c'est Henri Rochefort, le journaliste, qui aura cette formule, qui va dire « mes déchets m'appartiennent, si je veux les donner aux chiffonniers, j'ai le droit ». Donc il y aura une procédure de tolérance qui permet d'ouvrir les poubelles, de trier, mais cette fois ça doit être trié sur une toile, il doit laisser aucune trace, il y a une dimension d'hygiène bien sûr qui entre en compte aussi. Et en pratique, c'est de plus en plus difficile finalement pour le chiffonnier d'exercer son industrie. Alors j'ai dit que c'était la poubelle qui le tuait, je devrais ajouter, ce qui le tue encore plus que la poubelle, c'est tout simplement l'entrée dans un nouveau rapport aux déchets. C'est-à-dire que jusqu'aux années 1860-70, on est dans une logique du recyclage. Rien ne se perd dans une économie de pénurie. Les années 1870-80 sont aussi le moment où Paris en particulier entre dans une première société de consommation et où du même coup la question de la valorisation des déchets ne se pose plus de la même manière. Parce que tout simplement la rentabilité du chiffonnage n'est plus assurée. Elle continue, il y a des chiffonniers au moins jusqu'aux années 1920. On en trouve encore dans la Seconde Guerre mondiale, mais c'est de plus en plus marginal. Alors maintenant sur les quartiers populaires, je vous répondrai pour la police, parce que pour l'éclairage, je ne peux pas vous répondre. Mais pour la police, il y a une volonté un peu paradoxale. Parce qu'en fait, la police a ce double visage d'être un outil de contrôle des populations et d'être en même temps, bien sûr, une réponse à la demande de sécurité des populations. Et de ce point de vue, les quartiers populaires sont un peu à l'intersection. C'est-à-dire que, notamment dans le discours de Napoléon III, il y a l'idée qu'il faut, au contraire, mettre beaucoup de police dans les nouveaux quartiers populaires de l'Est parisien qui viennent d'être annexés après par Haussmann. Il y a l'idée qu'il faut mettre beaucoup de moyens parce que le but, justement, c'est de mieux contrôler ces territoires. Mais en même temps, ces territoires-là ne sont pas en demande de police, ou moins, en tout cas à ce moment-là. Parce qu'ils voient bien la police comme quelque chose qui est assez oppressif pour eux. Du même coup, les budgets étant relativement contraints, on va privilégier d'abord l'installation de la police dans les beaux quartiers, dans les quartiers centraux. Et en fait, la police existe dans les arrondissements de l'Est, mais par exemple le 20e arrondissement, le quartier de Belleville,
ne va avoir la même densité, je dirais, de tournées de police. Il faut attendre les années 1900. Donc ça va être beaucoup plus progressif. Mais ça va correspondre aussi à une volonté de transformer ces quartiers. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que ça répond en partie à une demande de sécurité, ça répond beaucoup aussi à la volonté, pour reprendre les termes d'époque, de civiliser ces populations. Donc c'est ça aussi qui entre en compte. Pourriez-vous nous donner quelques informations, si vous êtes en mesure de le faire, sur le profil des voleurs? Alors bon, d'une manière générale, pas par type de vol, sexe, âge, bon, résidence, ça vous l'avez montré. Et est-ce qu'il y a également des voleurs d'origine plutôt périphérique à Paris? Voilà, merci. Alors, ça, ce sont des questions qui ont été beaucoup travaillées par l'historien Jean-Claude Farcy. Donc là, je vais m'appuyer sur ce qu'il a pu dire pour vous résumer. Mais Jean-Claude Farcy rappelle toujours, au début de ses analyses, qu'on est quand même prisonnier d'archives qui sont biaisées. Et moi, je pense vraiment qu'il faut insister là-dessus, parce que on a une surreprésentation, par exemple, des récidivistes, pour des raisons assez évidentes. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de voleurs ne sont pas voleurs de métier. Ont été voleurs une fois, disparaissent des registres de la police et ne réapparaîtront jamais. Alors maintenant, parmi ceux qu'on connaît, qui sont donc surtout en fait les récidivistes, les professionnels du vol, les caractéristiques majeures, c'est une société masculine. On a des femmes voleurs. Le vol et l'infraction dans les prisons de femmes du 19e siècle, la quasi-totalité des femmes incarcérées sont en prison pour prostitution ou pour vol. Donc là, on a des femmes voleuses, mais majoritairement, c'est une population masculine. Une population qui a tendance à rajeunir. C'est-à-dire que... Alors, on a le profil, sous les monarchies censitaires, du jeune voleur, c'est vraiment l'enfant voleur, c'est Gavroche. Ensuite, on a un profil plus diversifié. Et le moment Apache, donc les Apaches des années 1900, l'Apache, c'est la délinquance juvénile. C'est-à-dire que l'Apache a 15-20 ans, dans l'image typique qu'on peut en avoir à l'époque. Et ça correspond aussi, dans les années 1900, à toute une réflexion sur la délinquance juvénile. Le premier tribunal pour mineurs est créé en 1912. Donc ça correspond aussi à ça. Donc des hommes avec plutôt une tendance au rajeunissement, origine sociale très populaire et résidence populaire. Alors après, la grande question qui est posée au XIXe siècle, est-ce que ce sont les provinciaux arrivés à Paris ou est-ce que ce sont les Parisiens? Alors c'est ça en fait la question. Ben, elle croise la banlieue. En fait, c'est un peu la même question, parce que dans le parcours résidentiel du 19e siècle, la banlieue, c'est un peu le sas d'accueil des provinciaux. C'est souvent présenté comme ça, avec l'idée que justement, le provincial arrive rarement directement dans Paris, il arrive en banlieue. Et souvent, il va y rester d'ailleurs. La banlieue est le réceptacle finalement des provinciaux qui sont un peu à l'intermédiaire de la vie urbaine. Mais du coup... l'origine de naissance des récidivistes, donc Jean-Claude Farcy l'a étudié vraiment de manière très détaillée, c'est quand même plutôt la population parisienne, native de Paris. Et c'était pas évident, parce qu'on peut penser que les populations provinciales sont davantage ciblées par la police. Parce que la police se méfie de manière générale des migrants. Alors, au 19e siècle, oui, je me rends compte que il y a une dimension de généralité dans mon propos qui est assez évidente, mais au XIXe siècle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de différence de nature entre un Auvergnat et un Italien. Les étrangers qui sont à Paris au XIXe siècle sont surtout, en dehors des réfugiés politiques, sont surtout des Belges, des Italiens et les Juifs d'Europe centrale, pour aller vite. C'est des grandes catégories qu'on trouve dans Paris. Ils sont évidemment ciblés par la police pour des tas de raisons. Mais de la même manière, si vous voulez, que les Auvergnats, les Bretons, qui ont des réputations également délinquantes assez fortes. Mais quand on regarde justement le vol, c'est plutôt parisien. Donc c'est plutôt des natifs de Paris. À l'inverse, Bretons et Auvergnats sont surreprésentés dans les affaires de violence. Donc dans les rixes en particulier. Et à l'époque, il y a pas mal de théoriciens du crime qui en déduisent justement que le vol, c'est une forme très urbaine de la criminalité. Je ne sais pas si on peut aller vraiment là-dessus, parce qu'il faudrait aussi réfléchir sur le vol rural, que je n'ai pas du tout évoqué ici, mais qui existe également, de manière évidente.
Est-ce que l'invention de l'électricité, vous avez remarqué dans vos statistiques, l'étude des statistiques, une chute brutale des agressions nocturnes avec l'électrification et l'éclairage de Paris, beaucoup plus brillant qu'avec le gaz? Alors, c'est impossible d'en prendre la mesure en fonction des archives dont on dispose. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, après 1970, on a plus d'archives qu'avant, mais les archives sont pas tout à fait sérielles. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la possibilité de mesurer mois par mois les évolutions de la délinquance. Ce qu'on pourrait faire, vous me donnez l'idée, ça pourrait être effectivement une piste intéressante. Il faudrait voir à l'échelle d'un commissariat, au moment de l'électrification, si ça a une incidence. C'est possible. Ça a été un peu plus étudié pour le gaz, parce que l'apparition de l'éclairage au gaz était aussi une rupture, finalement, de ce point de vue. Et l'éclairage au gaz avait été présenté justement comme véritablement un facteur de déplacement de la délinquance, puisque les délinquants ne renonçaient pas à la délinquance, mais allaient s'éloigner de quelques centaines de mètres. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir la date fine, quartier par quartier, d'électricité, ce qui est possible, et de voir en fonction des commissariats justement s'il y a des déplacements, des plaintes. Ça doit être possible. Oui, votre photo est quand même étonnante. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des cambriolages alors que les habitants sont présents? Alors, je vous avoue que mon champ de compétences s'arrête en 1980. J'ai mené mon enquête jusqu'en 1980 en me gardant bien d'aller sur le temps très présent. Mais je crois qu'on peut en trouver des exemples, effectivement. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui a été très important, qui a peut-être diminué au XXe siècle, c'est l'impression qu'on peut avoir, et qui a tendance, malheureusement, sans doute, à remonter dans les dernières décennies, notamment à cause de ce qu'on appelle, ce qu'on voit, le carjacking, le homejacking, parce que les technologies de protection font qu'aujourd'hui, le moyen le plus simple, finalement, de prendre possession d'une automobile ou de faire un cambriolage, c'est en fait de le faire quand la personne est là. Parce que vous échappez aux alarmes, vous échappez aux systèmes de blocage divers et variés, et vous disposez de moyens violents pour faire parler la personne. Donc de ce point de vue, ça existe, oui. Moi, je voudrais savoir s'il y avait des brigades spéciales affectées à la surveillance des établissements nocturnes, par exemple pour surveiller les fêtards ravinés qui pourraient être détroussés à la sortie de ces établissements. Oui, alors effectivement, c'est en partie le travail des sergents de ville, puisque leurs patrouilles sont calculées aussi en fonction justement des lieux de circulation. C'est particulièrement frappant du côté du canal Saint-Martin, puisque c'était un lieu très sensible. Parce qu'encore une fois, le vol au poivrier, justement, c'est vraiment celui qui s'est endormi en principe. Et un des bons endroits pour s'endormir, c'est le canal Saint-Martin, finalement. Et du coup, il y a des patrouilles récurrentes qui fonctionnent. Alors par ailleurs, à la fin du 19e siècle, ça va se raffiner un petit peu, parce qu'on a un fort développement de la police des mœurs, chargée donc de la gestion de la prostitution. Et cette police des mœurs va souvent justement avoir pour fonction complémentaire de faire ce travail de surveillance, parce qu'on est autour des lieux chauds justement, et avec justement cette question de l'ivresse publique, ils vont être donc chargés de manière un peu secondaire de s'occuper de ça. D'autres questions? Bon, il nous reste à vous remercier vraiment pour cette présentation. Merci à vous.